Boss Media ay media bi gën ci media yi loolu muy Boss Media ay Boss Media yéen ngi bosse bi war ay Boss Media media bi gën ci media yi. salaamaaleykum mbokk yi xaritu Boss Media tey ñu ngi fi Université Cheikh Anta Diop seen émission Kaay Débattre mi nar a tëkkale waa USP ak waa ENSUP ñu bàyyi leen ngeen savourer match bi. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Kaay Débattre, une nouvelle journée, les quarts de finale. Nous sommes arrivés à ce stade, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs fidèles de la DTV. Nous aurons aujourd'hui un match titanesque, un match dantesque, un match qui verra s'affronter deux grandes équipes de l'enseignement supérieur ici au Sénégal. Un match qui aura pour thème pandémie Covid-19, la résilience africaine, cas au Sénégal. Et tout de suite, nous allons accueillir les débatteurs. Nous allons tout d'abord recevoir l'ESP, l'École supérieure polytechnique, avec comme première débattrice Raki Khalidou Sow, première année de diplôme d'ingénieur de conception en génie civil. Abbas Dia, deuxième année de diplôme d'ingénieur de conception en génie mécanique. Pape Omar Sissé, licence 3 en génie électrique. Ngone Djahate, licence 3, système réseau télécom. Et Louise Thérèse Bampoki, deuxième année de diplôme d'ingénieur de conception en télécommunications et réseau. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Ils auront affronté ENSUP Afrique avec comme premier débatteur Ibrahima Haliloula Mbaye, licence 3, droit des affaires et fiscalité. Mohamedou Moustapha Diop, licence 2, marketing communication. Sidi Lamine Traoré, licence 3, comptabilité et gestion. Yannick Eric Silla, licence 3, droit des affaires. Mam Ousmane Niassi, licence 3, marketing et communication. Mesdames et messieurs, voici les deux équipes qui devront s'affronter. 10 minutes tout d'abord pour nous parler de leur sujet et 10 minutes seront renvoyées à l'autre équipe. Puis 5 minutes seront ensuite attribuées aux deux équipes pour terminer le débat. C'est la première manche. 30 minutes pour convaincre. Mesdames et messieurs, ESP contre ENSUP Afrique. Micro s'il vous plaît. Veuillez s'il vous plaît vous rapprocher comme ça. C'est bon? Alors, ENSUP Afrique, est-ce que vous êtes prêts? C'est bon? Chrono? Top, c'est parti. 16 novembre 2019. Wuhan. Certains soupirent toujours à l'entente de cette date, ce lieu, cette ville. Le respect que j'ai pour vous ne me le permet pas, chers membres du jury. Agréable public, élégants adversaires. Bonsoir, Mohamed Moustapha Diop. Cette date du 16 novembre 2019 marque l'apparition du virus qui causa la pandémie de la Covid-19 sévissant toujours. Au tout début, nos très chers protecteurs, les Occidentaux, qui ne nous ont jamais fait de mal, ne nous ont jamais réduits à l'esclavage durant 400 ans, ne nous ont jamais colonisés durant près d'un siècle, jamais, qui se sont historiquement toujours montrés bienveillants à notre égard, se sont montrés apeurés face au sort qui nous était promis. Notre très chère mère protectrice qui est la France, qui a toujours joué un rôle capital dans le maintien de la paix et de la stabilité de notre continent, s'est montrée consternée et concernée par ce même sort. Une hécatombe pour notre continent. Des morts par millions et des cas par centaines, par dizaines de millions. 3 mois plus tard, il se disait que non, que ça viendrait. 6 mois plus tard, il disait que ça viendrait, mais que ça prenait juste un peu plus de temps. 1 année plus tard, une seule question persistait. Mais que font-ils toujours en vie, ces Africains? Le Sénégal, niché dans la partie ouest du continent, a lui aussi su gérer cette pandémie. Mais comment? Comment est-ce que le 168e sur 189 pays au classement de l'indice de développement humain en 2019, du programme des Nations Unies au développement, a pu, après avoir enregistré son tout premier cas, le 2 mars 2020, être
2e au classement de la Foreign Policy des pays gérant le mieux la Covid-19. Ce classement est fait d'après une étude basée sur les capacités d'adaptation et les réponses mises en place afin d'endiguer la route à ce virus. Tout d'abord, je veux vous dire que tout cela n'a rien de miraculeux, car oui, les Occidentaux ont tout simplement choisi de qualifier notre résilience, notre résistance de miracle. Qualifier cette résistance de miracle reviendrait à déconstruire tous les efforts consentis depuis le début de la pandémie par de valeureux hommes et de femmes qui n'ont cessé depuis le début de mettre en stand-by leur vie sociale, leur vie familiale, leur vie tout simplement. Je veux parler de notre cher corps médical, nos médecins, nos infirmiers, nos aides-soignants et même les étudiants des différentes facultés de médecine du pays. Mais pas que. Car oui, nos chers polytechniciens ont eux aussi activement participé à cette lutte, rivalisant d'ingéniosité, de créativité, afin de combattre cet ennemi commun et redoutable. Des jeunes qui, dans et pour leur communauté, ont décidé de partager, de sensibiliser, de distribuer gel, savon et même denrées de première nécessité. Mais tout cela n'aurait pas été possible sans le pilotage de l'équipage du grand Sénégal national. Car oui, nos autorités ont joué leur rôle prépondérant dans la gestion de cette crise, dans laquelle nous sommes toujours. En passant par la fermeture des classes, la fermeture des frontières, des lieux de culte, des salles de sport, des restaurants, des salles de cinéma et j'en passe. Des décisions, des mesures qui n'ont pas toujours été bien accueillies par la population. Mais à ce jour, ne pourrions-nous pas, sereinement et concrètement, analyser toutes ces mesures, toutes ces actions? Action. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale se rendant compte que si la vie est en combat, alors la santé est la plus féroce des batailles, a mis en œuvre des actions. Nonobstant le fait que selon l'OMS, la jeunesse résiste mieux au virus et que selon le ministère de la Santé, la tranche la plus touchée était d'entre 20 et 39 ans, ce qui a sans doute fait, mesdames et messieurs, que l'Afrique et le Sénégal en particulier ont bien évidemment résisté à ces virus. Mais avec un budget de 64,4 milliards de francs CFA selon le ministère de l'économie, le ministère de la Santé a fait la détection des cas supposés et des cas vérifiés, la gestion de ces cas, le traitement de ces cas, pour ensuite faire l'amélioration des interventions et l'arrangement de la communication. Ensuite, il faut dire qu'il y a eu, avec ce plan de résistance sociale, fait partie du plan de résilience économique et sociale de l'État. Dans ce plan est inclus la résilience sociale avec 100 kg de riz, 10 litres d'huile, 10 kg de pâtes alimentaires, tout cela pour aider la population, bien sûr, à se développer. Et prenons un principe simple. Sachez qu'il faut savoir que le Covid-19 a bien été un problème pour l'Afrique, pour les Sénégalais, mais le Sénégal étant, et c'est extrêmement drôle, monsieur, vous le savez, le fait est qu'il faut prendre en compte que le Sénégal a lui aussi vu et a su réagir à cela. Le Sénégal est une pirogue, mesdames et messieurs, qui navigue avec une seule destination, le développement. Le Covid-19, tel un cyclone, est venu gêner notre course. Et il faut savoir que chacun et chacune d'entre nous, d'entre vous aussi, fait partie du Sénégal. Et cela étant dit, il y a aussi eu le paiement des factures d'électricité et d'eau pour 975 522 foyers pour l'électricité et 670 000 foyers pour l'eau. Partons entendre de ce principe pour savoir et se rendre compte que l'État a bel et bien agi pour ce pays. Ensuite, après avoir soigné la population et l'équipage du bateau qui est le Sénégal, de la pirogue qui est le Sénégal, il y a eu évidemment le renforcement de la coque sociale. Et après cela, il faut autant réussir à faire avancer la pirogue dans la tempête, avec des rames, l'économie. L'économie fait aussi partie du plan de résilience économique et sociale, évidemment, avec une baisse et un allègement des charges fiscales pour les petites et moyennes entreprises qui représentent en tout 99% des entreprises au Sénégal. Après cela, il y a eu évidemment un repoussement de la charge de la TVA qui est passée de 12 mois à 24 mois. Il faut aussi partir du principe que l'État a bien et bien agi pour le pays.
Il a bel et bien agi dans le Covid. Mais partons d'un principe simple et clair. Il est vérité, il est véritable aussi, que l'État n'est pas le seul à avoir agi. Le peuple aussi a eu son affaire dans le cadre de la résilience africaine au Sénégal. Car il y a des vérités, mesdames et messieurs, que l'on ne dit pas assez. Que l'on ne dit pas assez fort. Certaines vérités que l'on ne dit pas, tout simplement. Oui, messieurs, aujourd'hui nous allons vous dire les vérités. Mesdames, nous vous dirons les vérités. Les femmes ont été le premier rempart face à cette Covid-19. En effet, la CEA, Commission économique pour l'Afrique, nous informe que 65% des infirmiers en Afrique sont des femmes, que 53% du corps médical au Sénégal est composé de femmes. Les hôpitaux aussi, il y a des femmes, on est d'accord? Oui. Nous verrons aussi dans l'hôtellerie que la majeure partie des corps sont des femmes. Et dans la restauration, il faut aussi partir d'un principe que la majeure partie du personnel est composé de femmes. Les marchés ont été fermés. Dites-moi, dans les marchés, qui vend? Des femmes. Les serveuses, des femmes. Les cuisinières, des femmes. Les domestiques, des femmes. Tous ces métiers, mesdames et messieurs, ont été fortement endigués par la Covid-19. Il faut se rendre compte d'une chose, que les femmes ont eu un impact sérieux dans la résilience. 51,4, 34,3, 17%. 17%, c'est la baisse de l'effectif qui a été enregistrée rien qu'en mars 2020 chez les femmes qui exerçaient une activité dans la région de Dakar, selon une étude menée par l'ONP en 2020. En partant du principe aussi que 40% des métiers au Sénégal ont été touchés par la Covid-19. Et le Conseil national du patronat a dit que 800 000 emplois en 2019 risquaient d'être supprimés. Ce serait comme jeter 800 000 de nos rames épagées par-dessus bord. Notre pirogue se verrait indéniablement ralentie. Mais le peuple sénégalais a su que nous étions tous dans le même Sénégal, tous dans la même nation, tous dans la même pirogue face à cette tempête qu'a été le Covid-19. Tous avons donc été résilients, tous résistants, combatifs, actifs et réactifs. Mesdames, messieurs, la résilience d'un État, c'est la résilience d'un peuple. L'État, le gouvernement a certes administré, oui, mais les populations n'ont pas attendu pour s'adapter, se retourner et agir face à ces difficultés. Les femmes dans les régions de Kaolack, dans les régions de Fatick, Sédhiou et même de Saint-Louis, selon l'ONP, ont été en grande difficulté. Dans le fait de trouver leurs matières premières, dans le fait d'écouler leurs produits, dans le fait de régler leurs dettes face aux banques, oui, elles ont eu des difficultés. Mais si je suis aujourd'hui devant vous, c'est pour saluer leur capacité d'adaptation. Oui, ces femmes ont confectionné des masques qu'elles ont vendus dans la rue. Elles ont appris à vendre des légumes à domicile. Ces femmes, mesdames, messieurs, ont un génie. Elles ont créé une sorte de calebasse communautaire afin d'aider les plus nécessiteux, et ce, dans la plus grande des discrétions. En plus de cela, elles ont su aider. Le temps qui vous est imparti est terminé. Merci beaucoup à NSUP Afrique. La parole est donnée à l'ESP. Le temps est parti. Mesdames et messieurs, bonsoir. Souvenez-vous, on est passé de 100 à 1000 cas. Puis très vite, de 1000 à 10 000 jusqu'à 1 million de cas. Quels ont été les chiffres alarmants de cette maladie que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Covid-19, qui très vite se verra déclarée pandémie par l'Organisation mondiale de la santé. La Covid-19, pour une compréhension simple, est une maladie respiratoire pouvant être mortelle chez l'homme et très contagieuse, d'où même la complexité de sa maîtrise. Je dis bien, d'où même la complexité de sa maîtrise. Comme une traînée de poudre, elle s'est répandue partout à travers le globe, accentuée, pour ne pas dire fortifiée par les effets de la mondialisation qui avait fini de convertir le monde en un village planétaire. De suite, ports, aéroports, frontières sont fermées pendant des mois, des millions d'usines à l'arrêt, des milliards de personnes confinées chez elles, avec comme conséquence la cessation des activités de l'homme. Mais sous la panique générale, et malgré les contraintes des États,
Les yeux se braquent sur nous, sur notre continent, l'Afrique. L'Afrique où des pays comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Maroc ont très vite dépassé la barre des 100 000 cas. L'Afrique parce qu'à leurs yeux, nous sommes ce maillon faible de la planète qui ne saurait se protéger, encore moins gérer une pandémie d'une telle ampleur. Mais ce scénario sinistre et funèbre présagé pour notre continent n'a heureusement pas été jusque-là au rendez-vous. Car si l'Asie est allée vite, l'Europe lentement, l'Afrique, elle, est allée plus vite que ceux qui étaient allés plus vite. Que s'est-il réellement passé? Comment nos États ont réagi face à la situation? C'est dans ce sens que nous allons étudier un cas particulier, celui de notre cher pays, le Sénégal. Ils ont parlé des femmes en disant qu'elles étaient les principaux remparts de cette lutte. Moi, j'agis autrement, en vous laissant avec deux gentes dames qui vont vous faire la part. Une résilience. Une résilience est définie, cher public, comme une stratégie pour un individu, une communauté, un État à s'adapter et à résister à n'importe quelle difficulté de la vie, quoi qu'elle puisse être. La Covid-19, voici le nom d'obstacle sanitaire qui a fait trembler le monde et que notre pays se devait de faire face. Mais quelle stratégie avons-nous déployée pour tenter de désamorcer cette bombe à retardement qui tentait de ruiner des décennies fortes de développement économique? Suite à l'apparition du premier cas, le 2 mars 2020, le président de la République annonce la fermeture des écoles, des universités, mais aussi l'interdiction des manifestations publiques dans le but de limiter la propagation de ce virus. Va alors s'en suivre la fermeture des lieux de culte, mosquées, églises, une situation inédite, jusque-là impensable. Un plan de riposte contre les effets de la Covid-19 sera également élaboré par l'État, avec comme objectif de renforcer le secteur de la santé, médicaments, mais aussi la formation du corps médical. Sur le plan social, appuyer la résilience de la population avec la distribution de denrées de première nécessité, riz, huile, sucre et j'en passe. Sur le plan économique, assurer la stabilité des entreprises avec l'octroiement de prêts, mais également avec l'allègement des impôts. Une stratégie pertinente. Mais selon le responsable principal de l'ADE-PME, ces fonds n'auront pas empêché à 65% de nos petites et moyennes entreprises d'être affectées et de recourir à la seule option favorable pour certains, licencier leurs travailleurs, et pour d'autres, mettre la clé sous le paillasson. Des soutiens de famille se retrouvant ainsi au chômage et livrés à eux-mêmes. À la date du 23 mars, un état d'urgence sera décrété dans tout le pays. Mais les cas ne cesseront d'augmenter. Ils se verront même quintuplés entre le 19 mars et le 4 avril, seront les données du ministère de la Santé. L'état d'urgence sera ainsi prolongé, les mesures renforcées. Port du masque obligatoire dans les lieux publics. Couvre-feu de 20h à 6h du matin. Fermeture de nos marchés, chamboulant ainsi le quotidien de tous les Sénégalais. Vous l'avez vécu. Des arrêts de bus bondés de monde aux heures de pointe. Hommes, femmes, élèves, étudiants, tous se retrouvant coincés dans le trafic. Excusez-moi. Je disais donc que vous l'avez vécu. Des arrêts de bus bondés de monde aux heures de pointe. Des trafics invivables. Élèves, étudiants, employés, tous se retrouvant coincés dans les lieux de transport. Certains se résiliant même à marcher pour rejoindre le domicile familial à temps. Si la grogne des personnes directement affectées par ces mesures a commencé dès leur mise en application, ce n'est qu'en mai 2020 que certains corps de métier commenceront à manifester publiquement leur mécontentement. En effet, dans un pays où, selon la Banque mondiale, 97% des emplois reposent sur le secteur informel, dire à ces marchands ambulants, ces commerçants, ces artisans de rester chez eux devient problématique. Ainsi, à la date du 11 mai 2020, malgré une augmentation perpétuelle du nombre de cas, une série d'assouplissements des mesures sera alors annoncée jusqu'à la levée
de l'état d'urgence le 30 juin 2020. Mesdames et messieurs, on ne peut apprécier la résilience du pays sans parler de l'apport de sa population. Ces populations qui vont eux-mêmes participer à cette lutte aux côtés de l'État. Parmi ces initiatives, nous allons citer la confection de masques par nos chers tailleurs. Des éleveurs qui vont donner une enveloppe significative au ministre de la Santé. Nos sportifs, nos artistes qui vont participer aux missions de sensibilisation et de financement. Mais sans compter l'aide indéniable de nos guides religieux. Nous ne pouvons terminer sans mentionner l'expression du génie créateur de la jeunesse sénégalaise, notamment à travers la production de gel, des respirateurs artificiels, de cabines désinfectantes, de mobigel par les étudiants de l'ESP ou encore Dr Car. Tous dans le simple et unique but de faire face à ce virus. Mesdames, Messieurs, vous avez suivi l'argumentaire de mes charmantes coéquipières. Mais le plus important, vous avez vécu la pandémie de Covid. Je ne vous apprends donc rien, si ce n'est vous dire que le plan de résilience, nous sommes d'accord, est au cœur des débats. Oui, l'économie des ménages a souffert des mesures de restriction. Le secteur informel a sombré dans le chômage. Le taux de croissance du PIB est passé de 6,1 avant la pandémie à 0,7% en 2020, selon le rapport du PNUD. Mais là également, la riposte avec le PAP 2A vise un retour de 5,2%, soit un rebond de 4,5% dès 2021. Ce rebond, ou devrais-je dire cette remontada économique, est l'effort de toute une équipe, du portier à la défense, de la défense au milieu, puis du milieu à l'attaque. Mesdames et messieurs, en termes de communication de crise, il y a des réajustements à faire et des tâtonnements à éviter pour garantir la confiance populaire. On parle là de pandémie. En dépit des conséquences de cette pandémie, nous sommes tous d'accord qu'il faut désormais compter plus sur le potentiel humain africain plus que sur le potentiel d'un système monde qui a montré ses limites. En définitive, je ne saurais terminer sans évoquer l'actualité, et c'est aberrant de la part de nos coéquipiers, de nos co-débatteurs. Cette actualité qui nous interpelle tous, 733 cas enregistrés aujourd'hui, car oui, en l'espace de 2 semaines, nous avons battu 3 fois le record de nombre de cas positifs par jour. Cette alerte rouge nous interpelle tous et nous devons nous poser cette question. Sommes-nous victimes d'une 3e vague ou coupables d'un relâchement collectif? Je vous remercie. Merci beaucoup à l'ESP. La parole est redonnée tout de suite à NSUP Afrique pour 5 minutes cette fois. Le deuxième micro, s'il vous plaît. Le deuxième micro. NSUP Afrique, 5 minutes, top, c'est parti. En Afrique, nous compterons les morts par millions, disait l'OMS. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, auguste assemblée, bonsoir. Bien que précieux soit notre temps, j'aimerais vous demander, et ce de façon solennelle, 1 minute de silence, et non pas pour des millions de personnes, et ce très heureusement, mais pour les 150 000 Africains ayant disparu, pour les 1203 Sénégalais ayant perdu la vie. S'il vous plaît, 1 minute de silence. Merci. Mesdames et messieurs, ce mercredi 14 juillet 2021, le Sénégal compte officiellement 47 596 cas d'infection à la Covid-19,
dont 42 695 déclarés guéris et 3 114 sous traitement, selon un communiqué officiel du ministère de la Santé. Et oui, après avoir fortement baissé depuis le mois d'avril, le taux de positivité de la Covid-19 reprend de plus belle. Rappelons que le premier cas avait été diagnostiqué le 2 mars 2020. Mesdames et messieurs, le nombre de cas de contamination à la Covid-19 augmente à nouveau, laissant craindre un rebond pour la 3e fois. Tandis qu'une campagne de vaccination se déroule sur l'ensemble du territoire sénégalais. Car oui, plus de 590 969 personnes ont été vaccinées. Et la vie a repris peu à peu son cours normal. Mais, auguste assemblée, sachez qu'on ne peut jamais prévoir les résultats d'une action. Mais si vous ne faites rien, il n'y a pas de résultat. Dormez à 20h, ou plutôt 21h. Non, dormez à 23h. Ne montez pas tous dans les bus, mais entassez-vous aux arrêts. Fermez les marchés. Le virus circule peut-être la nuit. Du tâtonnement à l'état pur, mesdames et messieurs. Oui, c'était du tâtonnement. Et le Sénégal n'est pas sorti du lot de ces pays ayant tâtonné, car grave étant cette maladie. En effet, des décisions prises par le gouvernement sont très mal passées au niveau de la population, poussant ainsi une grande partie à se rebeller. Je veux parler des gosses de la Médina, mais je vais éviter. Aujourd'hui, l'État a pu prendre ses responsabilités. Oui, bien que les États-Unis aient tâtonné, la France ait tâtonné, aujourd'hui le Sénégal a pu reprendre en main son bateau. Oui, l'État a mis en place un fonds appelé Fonds Force Covid-19. Ce fonds a été alimenté par l'État, les secteurs privés, les partenaires au développement, mais aussi toutes les bonnes volontés de ce pays. Et tenez-vous bien, ce fonds était à hauteur de 1000 milliards de francs CFA. Et oui, Sidi, les paquebots d'Europe et des navires d'Amérique ont coulé, tandis que la petite pirogue sénégalaise, et ce malgré beaucoup de tempêtes, continue son chemin. Sénégal, Sunugal. En effet, cette pirogue a su tenir grâce à l'abnégation, l'anticipation et la prise de conscience de son équipage. Mes très chers compatriotes, ne baissons pas les bras. Continuons à ramer, car on est toujours en pleine mer et qu'une tempête est toujours à l'horizon. Et oui, Sidi, nous restons constamment sous la menace de cette Covid-19, de cette 3e vague que nous avons peur d'évoquer. Et pour tenter de maintenir notre pirogue dans ces eaux troubles, il faudra continuer à suivre les recommandations, à savoir se laver fréquemment les mains, se tenir à distance de toute personne qui tousse ou éternue, éviter de toucher la bouche, le nez ou les yeux. En cas de toux ou d'éternuement, se couvrir le nez ou la bouche avec le pli du coude ou avec un mouchoir. Et directement consulter un médecin en cas de difficulté à respirer. Et pour finir, mesdames et messieurs, même si le sourire est un bien beau masque, le rire est parfois dur à porter lorsque nos larmes menacent de couler. Et pour que nos rires perdurent dans la dureté de ces temps, je vous invite à porter vos masques qui empêcheront nos larmes de couler, et ce amèrement. Mais d'ici là, mesdames et messieurs, honorables membres du jury, chers universitaires, portez-les bien. Au revoir. Merci beaucoup à El Sud-Afrique. Respect à vous la réplique. Mesdames et messieurs, je ne serai pas long. Laissez-moi juste rectifier une chose. Le Sénégal n'est plus une petite pirogue. Le Sénégal est un Pearl Harbor. Car vous l'avez dit, il a été 2e en termes de gestion de la pandémie, devant les États-Unis, devant l'Europe, devant beaucoup de pays. Alors qu'il soit clair, le Sénégal est un grand navire et non une petite pirogue. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. La résilience africaine a été diverse, suivant nos réalités économiques, mais également les zones géographiques. Nous résilier, tenter de résister et de nous adapter. Le Sénégal l'a fait et aura même servi d'exemple en Afrique et dans le monde. Lorsque notre peur fut palpable et nos craintes grandissantes,
Des stratégies ont été élaborées dans le but de faire face à ce virus. Des entreprises affectées, des emplois perdus, des rêves bafoués, des vies tout simplement chamboulées. Voilà le carnage sinistre causé par ce virus. Mesdames et messieurs, lorsque le phénomène Covid-19 était encore neuf dans nos esprits, l'État et la population s'attelaient à une résilience quotidienne et sans relâche. Mais désormais, nous constatons que détermination, énergie et motivation font place au relâchement et au laxisme. Et face à cette situation, cher public, une question se pose alors. Avons-nous la même résilience et la même motivation qu'en début de crise? Non, je dirais. Car observez par vous-même, malgré 733 cas enregistrés en ce jour, combien d'entre nous ont eu à porter un masque ce soir? Combien d'entre nous ont eu à se faire vacciner? Cher public, le combat n'est pas encore fini. Car face à cet adversaire, oui, face à cet adversaire qui est la Covid-19, ce qui ne doit pas être détruit, c'est notre réactivité, notre résistance, notre adaptabilité, mais surtout notre résilience. Mesdames et messieurs, ce virus obstiné, invisible, pensait pouvoir nous séparer à travers la distanciation physique. Mais nous sommes restés plus que jamais connectés à travers les différents moyens digitaux et numériques. Ce virus aura révélé au grand jour de vrais héros, au premier rang d'un combat farouche contre un adversaire démesuré et inconnu, mais avec un dévouement et un engagement aussi louable que remarquable. Il s'agit là bien sûr du personnel de santé. Cher public, ce virus nous aura permis de savoir qu'en temps de crise, un État ne peut compter sur personne d'autre que sur sa population. Un État ne peut compter sur personne d'autre que sur vous, charmant public. Donc, œuvrons à respecter les mesures barrières, œuvrons à limiter les répercussions négatives de cette crise, mais également œuvrons à applaudir, maintenir et soutenir les bonnes choses qui en auront émergé. Merci. Voici, mesdames et messieurs, qui met fin à cette première partie. Nous allons tout de suite passer, si les membres de l'équipe technique veulent bien m'aider à apporter un micro au jury, à la deuxième phase. Parlez-nous d'eux. Mesdames et messieurs du jury, de qui les débatteurs vont nous parler ce soir? Parlez-nous de Mamadou Dia. Mesdames et messieurs, les débatteurs auront à nous parler de Mamadou Dia. Et vu que c'est Ensup qui a commencé les 10 minutes pour convaincre, les 30 minutes pour convaincre plutôt, ce sera à l'ESP de se prêter au jeu tout d'abord. Est-ce que vous êtes prêts? Vous aurez 30 minutes pour nous parler de Mamadou Dia. La suite, ici. Allumé. Allô. Mamadou Dia, 3 minutes, top, c'est parti. Je ne peux comprendre que vous, jeunes agrégés, au lieu de vous soucier de prendre la direction de l'enseignement en Afrique,
vous vous souciez d'avoir un mandat politique. Quel fut ses dires? Mesdames et messieurs, Abbas Dia pour vous parler de Mamadou Dia. Non, ce n'est pas mon grand-père, mais je ne me serais pas soucié s'il l'était, tellement l'homme était vêtu de vertu. Mamadou Dia était un homme politique sénégalais, né le 18 juillet 1910 à Khombol. Mamadou Dia était cet homme politique que le Sénégal avait tant voué. Mamadou Dia, qui est né à Khombol en 1910, a occupé les hautes sphères de cette politique sénégalaise. Il a été député, sénateur, mais aussi premier ministre. Mais le plus important d'entre eux, il a été le président du Conseil du Sénégal de 1957 à 1962. Dans cette charge, il incarnait le haut sommet de l'État dans un régime à l'époque bicéphale. C'est-à-dire, Mamadou Dia gérait la politique intérieure et de développement du pays, alors que son homologue Senghor gérait la politique extérieure. Mamadou Dia a été remarquable à plusieurs reprises, mais parmi l'une d'elles qui a été la plus sinistre pour lui, la crise politique de 1962. En effet, Mamadou Dia prôna la rupture systématique avec les anciennes structures. Une rupture plus nette avec la France et une sortie planifiée de l'économie arachidière. Malencontreusement, cela heurte les intérêts des Français et des grands barons de l'industrie arachidière. Et vous savez tous comment ça s'est terminé. Un complot est ourdi contre lui, l'accusant lui-même de comploter contre l'État. Ce qui était carrément faux. À l'issue du procès, Mamadou Dia écopera d'un emprisonnement à perpétuité accompagné de ses 4 ministres. Mais Mamadou Dia est resté franc. C'était cet homme de foi et de croyance. Il avait écrit dans sa cellule un verset du Coran pour dire: rien ne peut nous arriver en dehors de ce que Allah a prescrit pour nous. C'est lui notre protecteur. C'est en lui que les croyants doivent mettre leur confiance. Réputé pour sa bonne foi, son engagement, son patriotisme, Mamadou Dia nous quittera tristement le 25 janvier 2009. Le temps qui vous vient partir est terminé. La parole est donnée à l'ESP, à Ensup Afrique, autant pour moi, pour 3 minutes. Chrono, top, c'est parti. J'aurais très facilement pu vous dire que cet homme est né le 18 juillet 1910. Mais la date à laquelle un homme est né a beaucoup moins d'importance que le jour où il a découvert ce pourquoi il est né. Rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Notre protecteur, c'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Sourate 9, verset 51. Ceci est la traduction. Ceci est la traduction du verset que ce monsieur a eu à inscrire dans sa cellule, le regardant durant 12 années de captivité. Mais qu'est-ce qui l'y a mené? D'abord député, puis sénateur français, vice-président de l'Assemblée sénégalaise, président de l'Assemblée nationale sénégalaise. Après avoir été... Ensuite, il devient le premier président de l'Assemblée nationale sénégalaise indépendante, sous le régime de M. Léopold Sédar Senghor, avec qui il aura préalablement, en 1948, créé le bloc des socialistes. Mamadou Dia fut en 1962. La majeure partie d'entre nous aurait considéré cette année de 1962 dans le corps de ce Mamadou Dia comme l'année de la descente aux enfers. Mais rien n'en était. Cet homme s'est montré résilient, fort face à cette situation, car oui, pour un tel patriote, être accusé, jugé, puis condamné de tentative de coup d'État, puis condamné à une réclusion à perpétuité, a été très difficile. Mais il sera,
En 1974, libéré. Puis en 1976, amnistié. Notons qu'il a été représenté par un certain Abdoulaye Wade, qui deviendra le 3e président du Sénégal, parmi ses avocats. Ce qui fait la différence entre les grands hommes et les plus grands hommes, car oui, les grands hommes marquent leur époque, les plus grands hommes marquent et leur époque et les générations à venir. Mamadou Dia a su marquer les générations à venir, car oui, en me renseignant sur cet homme, en me cultivant sur cet homme, j'ai pu percevoir une personne, un être doué de foi, de patriotisme, mais surtout d'abnégation, qui n'a jamais cessé de travailler pour son pays, avec une culture du travail sans pareil. Dès sa libération, dès son amnistie en 1976, il a aussitôt accepté un poste à la Banque mondiale afin de continuer à travailler et d'élever le rang du Sénégal dans la diplomatie mondiale. Mamadou Dia perdit finalement la vie le 25 janvier 2009, regrettablement. Mais messieurs, jeunes gens surtout, vous et moi, je nous demanderai... Voici d'y mettre fin à votre temps de parole et à cette deuxième phase. Nous allons rentrer dans la 3e rubrique de Kaay Débattre, qui est le Si j'étais. Mesdames et messieurs, si j'étais... Si j'étais l'ambassadeur de l'UNESCO. Si j'étais l'ambassadeur de l'UNESCO. PSP, c'est à vous. C'est à vous. Le temps va démarrer. Est-ce que le micro est allumé? C'est bon? Top, c'est parti. Mesdames et messieurs, alors que une pandémie vient de terroriser le monde entier, alors que cette pandémie continue de terroriser le monde entier, je me suis posé et je me suis mis dans un rêve. Et si j'étais l'ambassadeur de l'UNESCO? Un ambassadeur, c'est un représentant qui représente soit un État ou une organisation pour une mission bien déterminée. Si j'étais cet ambassadeur, je serais un ambassadeur vertueux, un ambassadeur qui respecte sa mission quant à la santé, sa mission quant à l'éducation et toutes les missions qui concourent à celle-là. Si j'étais cet ambassadeur de l'UNESCO, je serais également l'ambassadeur des enfants sénégalais qui étudient, excusez-moi, dans les abris provisoires. Si j'étais cet ambassadeur de l'UNESCO, je me battrais corps et âme pour que dans ce pays, en Afrique et partout dans le monde, que la santé soit une question de justice sociale et qu'elle soit un bien pour tous. Pour que la santé ne soit pas un luxe, pour que se soigner, faire une chimiothérapie ou encore traiter son diabète ne soit pas un luxe. Si j'étais l'ambassadeur de l'UNESCO, je travaillais d'arrache-pied. Je prendrais en compte les exigences. Je prendrai en compte ce dont a besoin les populations d'ici et d'ailleurs pour que, comme je l'ai dit, cette justice sociale soit universelle. L'Organisation des Nations Unies, qui est la mère de l'UNESCO, a été fondée sur la base de la liberté et de l'égalité. Et si j'étais l'ambassadeur, non seulement je serais l'ambassadeur de l'UNESCO, mais je serais l'ambassadeur de la liberté et de l'égalité pour tous. Merci beaucoup. Parole est tout de suite donnée à NSUP Afrique. 3 minutes, donc chrono.
Mesdames et messieurs, je ne me suis jamais considéré comme quelqu'un d'intelligent. J'ai eu des notes moyennes à l'école, des notes moyennes à l'université et dans les écoles de formation. Mais il y a certaines choses, malgré mon inintelligence, que je sais. Par exemple, je sais ce qu'est l'UNESCO, premièrement. Deuxièmement, il faut savoir que si j'étais ambassadeur de cette UNESCO, mesdames et messieurs, je veillerais personnellement à ce que le Sénégal, puisque c'est mon pays aussi, reçoive l'éducation, la science et la culture. C'est avant tout ça l'UNESCO. Et on sait que la culture est ce qui fait que les hommes grandissent et montent. C'est ce qui exauce l'humanité. Et de ce fait, en tant qu'ambassadeur, je m'évertue. J'ai comme sacerdoce de vouloir que chaque être humain, que chaque enfant puisse recevoir la culture qu'il mérite. La culture de son pays, la culture des pays environnants, la culture de sa nation, de sa religion et de tout ce qui va avec. En tant qu'ambassadeur de l'UNESCO, et du moins si je l'étais, j'aurai aussi comme vision de faire en sorte que la pauvreté ne soit pas un obstacle pour que les jeunes puissent recevoir l'éducation dont ils ont besoin pour l'avenir. En tant qu'ambassadeur de l'UNESCO, mesdames et messieurs, vous voyez en vous, étudiants, vous, futurs, il revient à ma mission de faire en sorte que vous soyez tous en bonne condition pour apprendre et devenir. Parce que dans le temple de Delphes, il est marqué « Connais-toi toi-même ». Mais il est aussi marqué « Esti ». Connais-toi toi-même et deviens. L'UNESCO veut et a pour mission première de faire en sorte que l'avenir et le présent soient radieux pour apprendre et comprendre le monde. Et de ce fait, vous, mesdames et messieurs, que ce soit le jury comme le public, vous devez apprendre et avancer. Et en tant qu'ambassadeur de l'UNESCO, j'ai cette mission. Je me dois de faire en sorte que vous soyez toujours dans la bonne direction, malgré le contexte actuel, malgré la Covid-19, malgré toute maladie qui pourrait venir, nous devons faire en sorte que les jeunes continuent d'apprendre, que ce soit en ligne ou en présentiel. En tant qu'ambassadeur de l'UNESCO, je ferai aussi en sorte que toutes les cultures du monde soient respectables et respectées, que tout être humain puisse apprécier la culture d'autres pays, et de faire en sorte que peut-être que je n'ai pas été intelligent, mais de rendre au moins intelligent les enfants des autres. Merci. Voici qui met fin à ce débat qui aura eu à voir s'opposer l'ESP et El Sud-Afrique. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, que les débatteurs se lèvent, se congratulent car ce match a été de très haute facture. Tout de suite, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous allons passer la parole au jury pour la délibération. Voici le moment tant attendu, le moment des délibérations, le moment où le jury va se prononcer pour évaluer les 4 équipes. Nous allons donner la parole à la présidente du jury, Madame Deyab Saba, pour diriger cette séance. À vous la parole. Merci, merci Dédé. Je vais donner la parole à M. Chanel Kassa. Bien, bonsoir à tous. J'aurais aimé ne pas parler le premier, mais la présidente a voulu que je parle alors. Moi, je parlerai, cela voudrait dire que le match était abordable. Mais plus je vais parler, est-ce que le match était catastrophique? Bien, je voudrais commencer par le premier match. Le conseil que je vais vous donner, c'est d'arrêter de bûcher vos textes. Cessez d'enregistrer dans votre mémoire tout ce que vous devez dire. Vous perdez en créativité. Votre fécondité intellectuelle diminue et fait place à une carence d'expression percutante. Vous n'êtes pas vous-même quand vous bûchez. Vous avez certainement rencontré un texte sur Internet que vous avez étudié, que vous restituez à votre auditoire.
Vous manquez d'originalité dans ce contexte-là. Vous dites par exemple le secteur informel a sombré dans le chômage. Comment un secteur peut sombrer dans le chômage? En définitive, je ne saurais terminer, vous vous répétez, mesdames et messieurs. Je passe à présent la parole à monsieur Chris Osabi. Merci Madame la Présidente. D'abord, j'aimerais qu'on accorde une ovation à nos très chers débatteurs. Très bien. Parmi les remarques, je ne veux pas revenir sur la gestion du timing. Vous devez savoir, toute prise de parole en public nécessite une préparation. Et j'ai bien remarqué que parmi tous les débatteurs, il y avait le stress négatif qui se répandait. Le stress négatif. Le stress négatif, c'est le Covid-19 de l'art oratoire. Et j'ai bien remarqué qu'il y avait un problème de respiration. Apprenez à respirer. Apprenez à faire aérer, à faire oxygéner votre discours. Et vous allez remarquer que plusieurs des débatteurs, voilà, n'ont pas eu ce climat de respiration. C'est ce qui vous a poussé à avoir des bugs et même des oublis. Ça, c'est un crime oratoire. Apprenez à léger, voilà, également votre voix. Je n'ai pas senti cette modélisation vocale. Parmi vous, il y a des gens qui ont la voix nasale. Et j'aimerais bien vous conseiller, apprenez à travailler votre voix et surtout à la faire chanter. Je le dis, faire chanter sa voix est une voie pour faire changer son handicap oratoire. Merci Chris. Nous allons passer la parole à mon doyen formateur, d'abord, avant d'être professeur de français. Nous donnons la parole à Souleymane Ly. Bonsoir à tous. Malheureusement, je n'arrive pas à lire mes notes. Les yeux baissent et j'ai du mal vraiment à lire mes notes. Bon, je ne pourrais pas entrer dans les détails, mais j'ai deux remarques essentielles. La première, c'est la langue. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit M. Kassa. Il a vraiment fait le travail du professeur de français. Mais il y a des problèmes de langue, d'énormes problèmes de langue. Notamment dans l'utilisation du subjonctif, mais aussi dans des mots que vous avez créés de toutes pièces. Il y en a 3 ou 4 que vous avez créés. J'ai du mal à revoir ces mots-là parce que... Mais il y a des mots que vous avez créés de toutes pièces. Mais ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas du tout. Deuxièmement, c'est que vous débattez sur un point. Moi, personnellement, par exemple, quand vous parlez d'agriculture et d'élevage, ce n'est pas mon domaine. Vous voulez me convaincre. Vous me dites que agriculture, enjeu et perspective. Donc, quand je sors d'ici, ce que je dois retenir, c'est quoi? Voilà, pour moi, les enjeux, c'est ça. Les perspectives, c'est cela. Mais franchement, je n'ai rien retenu. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a trop de chiffres. Il y a énormément de chiffres. Finalement, on se perd. Vous citez des chiffres comme ça, on se perd. Une fois de plus, M. Kassa vous l'a dit, quand on essaie d'argumenter, on a les idées essentielles. Le reste, c'est de l'improvisation. L'improvisation est essentielle. Mais ça, on ne le sent pas, on ne le voit pas. On a l'impression, je l'ai dit tout à l'heure à Maramba, j'ai l'impression qu'ils sont en train de réciter. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tout de suite, moi personnellement, je décroche. Dès que vous commencez à réciter, je ne suis plus. Parce que ça ne captive pas. Quand vous argumentez, vous voulez argumenter, vous voulez convaincre. Argumenter, c'est apporter quoi? Des arguments. C'est des arguments qu'il faut apporter. Mais pour moi, vous n'apportez pas d'arguments. Vous ne donnez que des exemples. Vous ne donnez que des chiffres. Alors que l'exemple, le chiffre, ça vient après. Merci, doyen Souleymane Ly. Alors, puisque aujourd'hui, je me donne la parole,
je vais être obligée d'être clémente. Je vais commencer par ce que c'est que la communication. Communiquer ne signifie pas crier. Arrêtez de crier, s'il vous plaît. Vous criez, vous ne communiquez pas. Et c'est parce que vous criez, ce que vous dites n'est pas pertinent, tout simplement parce que nous ne l'entendons pas comme il se devait. La communication ne signifie pas crier. On vous l'a dit, on vous l'a répété. Il faudrait plus que cela se répète, s'il vous plaît. La répétition, comme on l'a dit, elle est pédagogique, mais parfois ça agace. Répétition. La question de savoir. Il l'a dit au Siekasa. Mais combien de fois avons-nous relevé cette faute ici? La question de savoir. Vous dites toujours la question à savoir. Et on vous a montré que à savoir sert à énumérer. Vous n'avez rien à énumérer. Pourquoi à savoir? Question de savoir. Retenez cela pour toujours. Tous ces métiers, ces populations qui eux-mêmes, regardez-moi ça. Nous sommes tous d'accord qu'il faut. Nous sommes tous d'accord qu'il faut. Où est le subjonctif? Nous sommes tous d'accord qu'il faille. Et vous dites qu'il faut. L'agriculture telle que nous le connaissons, l'agriculture telle que nous le connaissons, vous voyez ça? Mon voisin qui fait et que je fais. Non, qui fait et que je fasse. J'ai l'impression que vous avez peur du subjonctif, vous. Alors, il est né à Caire, au Caire. Pas à Caire, mais au Caire, à le Caire. Contracté. Où? Oui. Parler sur. Et on l'avait déjà dit ici, on parle de. Et vous voulez parler sur. Alors, vous voyez, ils l'ont dit tous les trois, que la langue a été aujourd'hui bâclée, maltraitée, martyrisée. Sur ce, nous allons donner les résultats. Sur ce, nous allons passer à la proclamation des résultats. Mais avant, madame, permettez-moi juste d'introduire les thèmes qui seront donnés, qui seront traités plutôt, lors des demi-finales. Il s'agit de jeunesse face aux défis de l'émergence comme premier sujet et jeunesse et action citoyenne comme deuxième sujet. Les demi-finales se tiendront le vendredi 30 juillet 2021. Et nous avons déjà comme équipe qualifiée la faculté des sciences juridiques et politiques et l'Institut africain de management. Alors, à l'issue du premier match, qui rejoindra ces deux équipes entre l'ESP et NSUP Afrique? Tout d'abord, quelle est la note du match, Madame Ba? La note du match est de 12-18. 12-18, ce qui signifie que le match a vraiment été très bien noté.
Qui est le meilleur débatteur? Le meilleur débatteur est Ibrahima Khaliloula. Ibrahima Khaliloula Mbaye. Alors, quelle est la note de l'ESP? 11. 11 pour l'ESP. Et NSUP Afrique? 13. 13-37 pour NSUP Afrique. NSUP Afrique passe en demi-finale, mesdames et messieurs. Alors, veuillez retenir votre joie, s'il vous plaît. Nous allons passer à la proclamation du deuxième résultat. Voici qui maintenant ce match. Très bien. Il y a un portable parmi les candidats, un portable. ñu àndoon ba tey ak seen chaîne Boss Media nekkoon fii Université Cheikh Anta Diop de Dakar ci émission Kaay Débattre bi ñu amoon ñaari match yu tëkkale woon NSUP ak ESP finalement NSUP moo jël raw gàddu gi donc moom moo qualifié demi-finale ñu jox leen dig daje ci demi-finale ba d'ici là bu leen fàttee abonné ak activer cloche de notification bi merci. Boss Media ay média bi gën ci média yi loolu muy Boss Media ay Boss Media yéen a ngi bosse bi war ay Boss Media média bi gën ci média yi